Bonjour à toutes et tous et merci pour cette invitation, Claire, et cette occasion aussi de travailler avec Annick Boissel. Donc, on a choisi de se présenter mutuellement en miroir. Donc, Annick, je l'ai rencontrée donc, pendant son stage qu'elle faisait sous ta tutelle au CNAM et à l'Institut national des techniques de documentation, donc pour une licence professionnelle. Elle est passionnée d'archives photographiques et sonores. Elle a un autre métier et c'est une réinsertion pour elle, finalement, un double métier qu'elle a entrepris. Et on a tout de suite vraiment accroché aussi parce que a une vision très organisée de la donnée et elle a tout de suite elle s'est tout de suite intéressée à cette question du plan de gestion ou en tout cas d'une vision globale des collections sur lesquelles elle avait choisi de travailler, donc le fonds dont on va vous parler, celui de Jean-Pierre Olivier de Sardan. Et puis ça a été aussi l'occasion de son stage, pendant l'année de son stage, j'avais un programme transversal avec Emmanuelle Chaperon, une historienne moderniste qui s'intéresse aussi à ces questions des archives, de la recherche dans les bibliothèques. Et elle a suivi un séminaire qui avait pour titre Archives de la recherche, qui l'a sans doute aussi intéressée. En tout cas, elle y a participé avec un grand intérêt. Voilà, où j'ai découvert donc les plans de gestion de données. Également. Voilà, qui nous amène ici aujourd'hui. Alors moi, je vais vous présenter donc Véronique Ginouvès, qui est archiviste et responsable du secteur archives au sein de la médiathèque donc de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, donc ici à Aix, et également responsable de la phonothèque depuis de nombreuses années. Alors, avec Madame Marilyn Crivello, donc, qui est historienne d'Aix-Marseille Université. Donc, Véronique co-dirige également le pôle image-son, pratique numérique en sciences humaines. Et puis, elle est co-responsable des masters, donc au sein des masters 1 et 2, métiers des archives et des bibliothèques, médiation de l'histoire et humanité numérique, pour le parcours médiation de l'histoire et humanité numérique. Voilà. Alors, je vais vous dire quand même quelques mots. Donc, de nombreuses années, effectivement, je suis là depuis 1997, en fait, quand la MMSH est sortie de terre. Donc, la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, qui regroupe 10 laboratoires, 2 unités d'enseignement. Au sein de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, la phonothèque a été assez rapidement devenu un lieu, qui est devenu rapidement aussi un lieu pour les chercheurs qui découvraient, de sciences humaines et sociales, qui découvraient qu'ils pouvaient déposer des archives telles que les entretiens qui leur avaient servi, tels que les entretiens qui leur avaient servi pour leur publication. Donc, on a très rapidement mis en œuvre ce qu'aujourd'hui on appelle le plan de gestion de données, mais donc nos données étaient organisées très vite dans un processus qui nous permettait aussi de gérer les questions juridiques et éthiques très rapidement. En fait, dès les années 2000, quand nous avons commencé à numériser les premières archives sonores qui avaient été déposées, et très vite aussi, je me suis rendu compte de la nécessité d'avoir des contrats d'utilisation de ces archives, de renvoyer des copies vers les témoins. Et donc aujourd'hui, sur les 8000 heures que nous avons donc traitées, environ 3000 sont en ligne dans le respect des règles éthiques et juridiques et en collaboration avec la TGIR Humanum, puisqu'on parlait des différentes institutions avec lesquelles on travaille pour suivre le processus de ces données. Une partie donc est conservée sur le long terme sur les serveurs du CINES. Donc rapidement pour présenter le fonds, l'archive est vraiment orientée autour à la fois du patrimoine et de l'histoire orale. On a également, bien sûr, la linguistique qui est présente, mais il y a d'autres laboratoires à Aix-en-Provence, comme le laboratoire Parole et Langage, qui sont vraiment des unités de linguistes. Nous, on est toujours associés
à l'ethno-linguistique lorsque la linguistique est présente. Donc, on en a quand même assez peu. Et puis, bien sûr, aussi les cours, les conférences qui sont moins intéressantes pour nous, finalement, qui nous intéressons plutôt à l'archive de terrain. Donc voilà, je tenais aussi à présenter mes deux fondateurs, donc qui donnent aussi finalement, qui ont donné l'émission de cette phonothèque qui a été créée en 79 dans une période aussi où en France on se préoccupe de créer de nouvelles sources, aussi bien audiovisuelles que sonores. Jean-Claude Bouvier, donc ethno-dialectologue, et Philippe Joutard, historien de l'oral. Et je crois que finalement, les missions qu'ils avaient données à la phonothèque sont encore celles d'aujourd'hui. À la fois valider la preuve, donc accéder à ces données, et c'est bien l'objectif, finalement aussi, de ce qui a été montré précédemment, donc valider la preuve et permettre une réutilisation des enregistrements dans le cadre de nouvelles recherches. Parce que, évidemment, la phonothèque, c'est bien sûr avant tout les archives sonores, mais très vite, on s'est rendu compte que des archives se multipliaient autour de ces archives sonores pour les contextualiser, puisque sur le terrain, le chercheur qui enregistre crée des sources multiples. Il va dessiner des objets, il va faire des fiches érudites, il va écrire des choses sur l'emballage de ses supports, il va prendre des notes, il va avoir des carnets de terrain. Donc ces sources multiples, c'est bien justement l'objectif, comment les organiser, les rendre finalement interopérables, comme on l'a aussi signalé précédemment, et les croiser, puisque donc finalement, Annie Guassel va nous présenter le fonds Jean-Pierre Olivier de Sardan, un fonds constitué au Niger, puisque Annick le présentera, Jean-Pierre Olivier de Sardan, il a aussi la nationalité nigérienne, mais étonnamment, donc, ces dernières années, nous avons eu de nombreux dépôts qui ont été faits autour de la question de cette aire géographique sahélienne, sud de l'Algérie, Niger, partie du Mali, à travers le fonds Suzanne et Edmond Bernus, qui a été déposé par les Archives nationales d'outre-mer à la Phonothèque pour la compétence justement des archives sonores, le fonds Akoli Dawel ou le fonds Djibo Amani, qui sont des fonds d'historiens nigériens déposés dans le cadre d'une ERC qui est menée par Camille Lefebvre au sein de l'Institut des mondes africains, ou le fonds Marsogast, un anthropologue qui a été rattaché à plusieurs laboratoires du CNRS et pour son dernier donc à l'IREMAM. Et enfin, par exemple, le fonds Jean-Paul Rothiot, où là, il s'agit simplement de documents de thèse qui ont été déposés parce que justement, la personne avait repéré qu'à la Phonothèque, nous avions des archives sonores et un corpus conséquent sur le Niger. J'ajoute aux missions d'ailleurs, et c'est quelque chose aussi qui émerge, enfin qui est plus qu'une émergence aujourd'hui et qui devient une réalité, c'est-à-dire que dans ce processus à la fois validation de la preuve, mais aussi comparaison de sources, est arrivée une autre mission en fait très forte et qui s'est ajoutée à notre activité, c'est-à-dire le lien avec les populations qui avaient été enregistrées, l'héritage culturel de ces archives et un intérêt croissant des populations qui souhaitaient retrouver ces documents qui rendaient compte de leur histoire et de leur tradition. Et surtout aussi, en même temps que les populations sollicitaient ces archives, les chercheurs qui avaient aussi certaines réticences parfois à l'idée qu'effectivement les sociétés avaient évolué, le moment où eux-mêmes avaient travaillé et la période où les archives auraient pu être consultées leur semblait complexe en fait, et cette évolution dans le temps ne
les rassurait pas beaucoup pour ce qui était de la mise à disposition de ces archives. Ils tenaient à comprendre comment les matériaux de terrain allaient être consultés, interprétés, et s'inquiétaient de la façon dont ils allaient être interprétés par les communautés où ils avaient été produits. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui, donc la phonothèque est d'ailleurs impliquée, enfin j'utilise toujours le terme de la phonothèque, en tout cas l'équipe maintenant du secteur archives, on va dire en tout cas, est impliquée dans 2 programmes européens aujourd'hui sur la décolonisation des archives. Et on voit bien, suite à une ANR qui a porté sur cette thématique, et on voit bien l'importance aujourd'hui d'expliquer clairement ce qu'il en est de ces usages des archives, et donc le plan de gestion de données qu'on va vous présenter vraiment s'inscrit aussi dans toute cette problématique et ce contexte politique et culturel. Alors, donc, je prends la suite de Véronique. Je vais vous présenter le fonds Jean-Pierre-Olivier de Sardan. Donc, Monsieur Olivier de Sardan, donc, comme l'a dit Véronique, est franco-nigérien. Il a pris cette double nationalité depuis 1999 et il a travaillé donc dès le début de sa carrière sur le changement social dans les sociétés Songhai Zarma, donc qui est une aire géographique dont le Niger fait partie, une partie du Niger. Donc, il est anthropologue des actions publiques et de la délivrance des biens et services collectifs. Il est reconnu donc pour ses travaux sur les questions méthodologiques en anthropologie. Et puis, il a donc au début des années 2000 été cofondé donc le laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local, donc à Niamey, au Niger. Donc, c'est le LASDEL. Il a enseigné donc au CNRS, à l'EHESS, il a travaillé à l'IRD et puis il est donc aujourd'hui, bon, je ne sais pas exactement s'il poursuit à ce jour, donc professeur donc à l'université Abdou Moumouni à Niamey, où il dirige le master de socio-anthropologie de la santé. Alors en 2017, donc Monsieur Olivier de Sardan donc est venu à la Phonothèque et a déposé des supports physiques qui sont des cassettes audio, des bandes magnétiques, des cartons d'archives papier, des cassettes VHS, DVD. Et puis en 2021, il nous a également communiqué des fichiers numériques, dont je vous parlerai après. Alors, la totalité donc du fonds, si on prend alors oui, tout a été donc numérisé. Le fonds est entièrement numérisé donc entre 2017 et 2020-21, début de l'année. Donc, nous avons donc les fichiers qui concernent donc des entretiens. Donc en majorité, donc beaucoup d'entretiens, des rushs sonores de films. Donc il y a le nombre en fait de fichiers qui correspond, des films qu'il a réalisés au début de sa carrière, d'une part sur cette aire géographique du Niger et puis également dans le sud de la France, des notes de terrain, des transcriptions d'entretiens, des courriers, des fiches de lecture. Et le traitement donc du fonds a généré beaucoup de métadonnées. Et puis, il y a également les inventaires, les catalogues et puis les documents d'activité liés au fonds et de contexte. Donc, tout ceci est évidemment à organiser. Alors, par exemple, ici, ce sont donc les métadonnées donc, pour le traitement du fonds sonore. Donc, il s'agit de la base de données donc, Ganoub. Et on voit ici donc une notice documentaire pour un entretien qui concerne un corpus sur les cultes de possession. Donc on voit ici, il y a à peu près 15 à 20 champs qui sont renseignés en fait pour chaque notice documentaire dans la base. Alors, les corpus, donc on a à peu près 7 corpus. Donc, une enquête ethnographique auprès des habitants du territoire de la Margerie dans Lozère, donc pour 10 entretiens. Et il y a également un film qui s'y rattache. Des entretiens, donc tout ça c'est dans les années 80 pour l'instant, un entretien sur les cultes de possession chez les émigrés nigériens, donc 15 entretiens. Des enquêtes donc réalisées dans le cadre du laboratoire du LASDEL à Niamey, donc des entretiens qui concernent la décentralisation et sur le fonctionnement de tous les services de l'État, et puis sur la crise alimentaire. Donc là, on est au début des années 2000.
Il y a également un corpus d'entretien sur les sociétés Songhai Zarma qui pour l'instant n'est pas documenté puisque ce sont des entretiens donc en langue Zarma. Des films, donc il faudra d'autres compétences également. Un corpus qui répertorie donc les films réalisés ou co-réalisés par Jean-Pierre Olivier de Sardan, ils sont au nombre de 9. Et puis 2 corpus qui sont les rushs sonores en fait des films qu'il a réalisés au début de sa carrière, La bouche déliée et le film Ça Salé, ce sont des films qui sont visibles en ligne. Et puis donc quelques archives sonores isolées. Alors ensuite, il y a également donc, les papiers du chercheur qui comprennent près de 1800 pages, dont tout a été numérisé. Alors, ceux-ci sont visualisables, et donc les données cette fois et les métadonnées sur l'entrepôt de données Nakala, et donc qui là sont représentées par une collection, 45 données donc, qui sont documentées par les métadonnées, et l'ensemble fait 1775 fichiers. Également un corpus qu'on appelle anciens combattants, donc ce sont des anciens combattants nigériens qui ont combattu pour la France en Indochine et en Algérie. Et donc Jean-Pierre Olivier de Sardan nous a transmis des fichiers PDF de transcription d'entretien. Donc en fait, il y a 15 entretiens et qui représentent encore 3 données supplémentaires dans Nakala. Et puis, nous avons, donc Olivier de Sardan nous a aussi transmis 451 fiches de lecture qui sont à documenter. Alors, le plan de gestion de données, donc je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été vu, simplement de rappeler que c'est donc un outil de gestion. Moi, je parle aussi de cartographie et de planification en fait de l'organisation des données. C'est donc un document qui est rédigé, voilà, qui peut faire pour ceux que j'ai visualisés donc, sur Opidor par exemple, on va dire entre 5 à 15 pages en général. Donc pour nous, donc, dans le cadre d'un plan de gestion de données rétrospectif, pour les données, donc il y aura les données de la recherche donc, que le chercheur a collectées, les données du chercheur qui sont parfois plus personnelles, comme des courriers, des choses qui sont plus les données du chercheur. Il y a toutes les données, il faudra reprendre les données archivistiques et puis les métadonnées. Donc, toutes les rubriques qu'on a vues tout à l'heure seront à répertorier et à envisager dans le plan de gestion de données. Donc en sachant que voilà, donc il s'inscrit, on ne va pas y revenir, dans le plan national de la science ouverte, et puis dans le plan de gestion de données donc vise aussi à rendre les données faire pour pouvoir les partager facilement. Donc les objectifs généraux du plan de gestion de données, donc pour les plans de gestion de données pensés au départ pour de futures recherches. Donc, c'est la bonne gestion des données dans le cadre du... donc, pour une diminution des risques, notamment de pertes ou d'attaques, des risques sécuritaires, une réduction des coûts, une meilleure efficacité, pour pouvoir éventuellement réutiliser donc, ces données pour de nouvelles recherches et pour une reproductibilité de la recherche, quand on sait, je n'ai pas le chiffre exact, mais que de nombreuses recherches qui ont été aboutis, en fait, ne seraient pas reproductibles aujourd'hui par défaut de données. Et puis, pour preuve de l'antériorité. Alors, pour le plan de gestion rétrospectif, donc, comme le dit Véronique, c'est fondamental, donc, parce que nous n'avons pas d'obligation, en fait, pour l'instant, de réaliser de plan de gestion de données. Non, en fait, c'est vrai que je ne l'ai pas signalé, mais en fait, Jean-Pierre Olivier de Sardan est arrivé un jour, je l'avais rencontré dans le cadre d'une conférence, il apprend qu'il est possible de déposer ses données, et en particulier ses données sonores et audiovisuelles, et un jour il arrive à la MMSH avec 2 sacs de courses, voilà, et il les dépose ici, puis il est revenu avec d'autres sacs de courses, et puis après il nous a envoyé des courriels. Donc en fait, c'est vrai qu'on n'avait pas de plan de gestion de données à faire, en tout cas ça n'était pas une obligation, mais ça il me semble que quand même une des premières nécessités d'un plan de gestion de données, outre devoir répondre à des injonctions de financeurs,
c'est que ça serve à quelque chose. Alors là, c'était vraiment nécessaire pour comprendre ce qu'on allait pouvoir faire de ces ensembles aussi différents et qui avaient été déposés et complexes. Voilà, dans le cadre du plan de gestion donc rétrospectif, il vise donc à rendre compte du traitement et de l'organisation des données. Il doit donc faciliter la compréhension du fonds rapidement et dans sa globalité. Donc moi, j'essaie toujours de me placer de la place de quelqu'un qui arriverait soit pour poursuivre le traitement ou pour accéder aux données. En fait, c'est important de pouvoir comprendre comment ça fonctionne, où est-ce qu'on va trouver les données d'une manière assez rapide. Donc, il doit faciliter aussi éventuellement la mise à jour des problématiques et puis peut-être répertorier les actions correctrices à réaliser. Donc, problématiques par exemple de format, si ce sont des formats qui ne sont pas pérennes ou qui ne sont pas pris au CINES, par exemple, il va falloir faire des conversions. Tous les problèmes juridiques ou éthiques qu'on peut mettre à jour, problèmes de sauvegarde. Il doit permettre de signifier, à mon avis, les actions à réaliser pour la poursuite du traitement du fonds. On peut également documenter tous les intervenants, tous les acteurs et actrices qui ont travaillé sur le fonds, puisque souvent les fonds, il y a plusieurs fonds où vous travaillez à la Phonothèque pendant plusieurs années. Et donc, il y a un nombre important d'intervenants sur ces fonds. Il doit permettre aussi d'appréhender les questions juridiques et éthiques avec plus de précision. Et sur une chronologie à la fois du passé, du présent et du futur, ce qui est aussi assez particulier dans le plan de gestion rétrospectif, il me semble. Et puis, éventuellement, il peut permettre aussi un cadrage, enfin de donner peut-être des recommandations pour des futures collectes et dépôts, pour faciliter le travail des archivistes. Tout à fait. Alors, un exemple que va vous présenter Véronique. Oui, en fait, plan de gestion de données rétrospectif, l'idée est venue en particulier après l'ANR Colostrum, en fait, dans laquelle j'ai été impliquée. Donc, justement, un chercheur à l'époque, donc 2013, l'ANR ne demandait pas la réalisation de plan de gestion de données. Donc, c'est vraiment Joël Cando qui a dirigé cette ANR et qui m'a, dans un objectif de science ouverte, qui m'a sollicité. Et pour la première fois, en tout cas dans ce que je voyais autour de moi des ANR où j'avais déjà été impliquée de façon tout à fait limitée, il y avait 1 an d'ingénieur d'études qui était prévu dans le programme pour traiter les données. C'était un fonds assez complexe puisqu'il était dans 7 pays et avec 13 institutions. Et 8 langues différentes. Et dès le départ, donc, j'ai été impliquée à la fois dans la formation des chercheurs donc dans des 7 pays, la rédaction d'un contrat d'utilisation et ensuite donc ce plan de gestion de données qui vient la rédaction qui s'est faite finalement quand même sur un assez long terme puisque les données n'arrivaient pas toujours en même temps aussi et donc ils devaient chaque fois être pris en fonction du type de données qui n'était pas celle qui était prévue au départ d'un projet qui était assez bien quand même finalement pensé et pour lequel en plus j'avais participé à la rédaction dans ce qui s'agissait de la donnée, du traitement de la donnée. Voilà, donc ça, ce sont des documents sur lesquels vous avez des liens et pour lesquels vous pouvez accéder et qui va bientôt être déposé au CINES. Donc, donc, la totalité de ces données seront déposées au CINES avec leurs métadonnées pour une sauvegarde sur le long terme. Alors, donc, moi, je me suis attaquée donc, à mon premier plan de gestion de données donc, autour du mois de mars-mai 2021. Donc, dans le cadre, donc, effectivement, du stage. Et puis, donc, j'avais l'appui de l'équipe de la Phonothèque qui, donc, me fournissait évidemment toutes les informations nécessaires pour, notamment sur le stockage et la conservation à long terme. Et puis, donc, j'ai découvert, j'ai donc commencé avec les outils dont nous a parlé Monsieur Lai tout à l'heure. Donc, Doranum, où j'ai appris donc énormément de choses sur la plateforme Doranum.
Et puis, avec Opidor, donc, j'ai créé le premier PGD donc avec la plateforme DMP Opidor. Et j'ai donc choisi le modèle ANR, puisqu'en fait, on peut choisir tout un tas de modèles qui sont plus ou moins adaptés en fait, donc, à sa spécialité. Donc, moi, c'est celui qui m'a apparu le plus générique et le plus adapté, même si, effectivement, ce n'est pas parfaitement adapté au plan de gestion de données rétrospectif. Mais c'est pas très important puisque moi, ça m'a permis donc en fait de structurer, d'avoir vraiment un plan et de pouvoir passer en revue toutes les rubriques et toutes les questions qu'il fallait se poser. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de réaliser donc, la deuxième version. Et donc, cette deuxième version, elle reprend en fait exactement toutes les rubriques que doit comprendre un plan de gestion de données avec où on va donc avoir des spécificités liées au traitement archivistique. Donc, la première partie, donc je vais essayer de détailler un tout petit peu en fait en quoi ça consiste, ces parties. Donc, la première partie, donc c'est le préambule, donc où on met à quel organisme est affilié le plan de gestion de données. Donc ici, c'est la MMSH, le responsable du plan de gestion de données. La méthodologie, donc quel support on a pu utiliser. Donc ici, modèle ANR, donc tout ce que la phonothèque déjà avait en place. Et puis, il y a une petite note de droit d'auteur sur le plan de gestion de données. Donc, ça vient de l'ANR, bien sûr, du modèle ANR, hein, où donc on dit ou pas hein, qu'on autorise la reprise du plan de gestion de données sans citation, etc. Donc, la deuxième partie, donc on va rentrer donc, dans le cœur de la présentation du fond. Donc, donc voilà, tout ceci, en fait, il y a diverses modalités en fait pour présenter tout ceci. Donc le fond, on peut par exemple le décrire à minima. Évidemment, on ne va pas faire une présentation de 2 pages, mais quand même le décrire à minima pour savoir de quoi on parle. Éventuellement, ça peut aussi être peut-être mettre un lien qui va renvoyer sur un billet de blog. On peut parler aussi de l'historique du traitement, de l'évolution des inventaires et ça, c'est très important. Donc, on va faire une présentation générale des données. Donc, quel type de données on a? Alors, par exemple, pour le plan de gestion de données de Jean-Pierre-Olivier de Sardan, donc on a des catégories. On a les documents sonores, les documents audiovisuels, filmiques, les documents papier, les documents natifs numériques. On a ensuite les données qui sont liées au traitement archivistique, donc les instruments de recherche. On a aussi les documents juridiques et puis tous les documents d'activité de la phonothèque liés au fond. Donc, ça peut être des courriels ou des courriers. Voilà, donc tout ceci, dans le plan de gestion de données, devra être répertorié. Donc, ensuite, dans cette présentation générale, on va décrire le nommage des fichiers. Donc ça, ce sont des rubriques qui ensuite pourront être prises systématiquement dans tous les plans de gestion de données, par exemple pour la phonothèque. Et puis, on va décrire aussi le plan de classement. On peut écrire les chemins d'accès, puisque c'est important finalement de voir comment on va accéder aux données, de présenter ce plan de classement. Alors, dans la troisième partie, donc description des données, donc là, on va rentrer vraiment dans le détail des données. Donc, les formats, bien sûr, ça c'est fondamental. Quel format on a? Donc, nous, par exemple, à la phonothèque, donc dans le fond, c'est systématique à la phonothèque, il y a donc les formats web et puis les formats MP3, donc qui sont les formats de consultation. Et donc, tous les formats seront décrits, papier, pour les fichiers natifs, etc. Et ça permettra aussi de voir si on a, au jour où on fait ce plan de gestion, s'il y a des formats qui ne sont pas compatibles en fait avec un dépôt au CINES, par exemple. Et donc, on va pouvoir commencer à penser à faire des conversions. Alors, pour le son, par exemple, c'est vraiment assez typique. Bon, pas dans le cas de Jean-Pierre-Olivier de Sardan, puisque c'était des documents analogiques. Enfin, ça l'est pour le texte un peu quand même. Oui. Mais par exemple, dans le cas de la NR Colostrum, où on avait formé au préalable les chercheurs avec des zooms d'enregistrer en WAV, beaucoup ont enregistré sur leur téléphone portable et en MP3.
ce qui fait que finalement, on se retrouve avec des formats propriétaires ou du son compressé, que l'on doit ensuite transférer dans un format WAV qui ne va pas avoir la qualité évidemment du WAV, mais qui permet d'être conservé au CINES, puisque c'est ce format qui sera celui de la conservation sur le long terme. Donc parfois, ce sont aussi des informations un peu, des données paradoxales en fait, puisqu'on doit choisir le format qui va être conservé sur le long terme, et on retrouve à partir de formats qui finalement ne sont pas adaptés à ce type de à celui-là. Tout à fait. Alors de la même manière, ça peut être pour les photos aussi, où il y a plein de formats différents. Donc par contre, pour ce fonds Jean-Pierre-Olivier de Cerdan, on n'a pas de photos. Par contre, donc il y a des images, puisque les fichiers, les papiers numérisés sont numérisés donc page à page en format TIFF. Alors, donc, on va aussi répertorier donc, les instruments de recherche, les catalogues, etc., comme on a vu tout à l'heure, et donc donner les accès aussi pour les documents juridiques. Alors, je vais passer. Alors, ensuite, donc, en quatrième partie, donc, on va citer, donc, parler des métadonnées et de l'accès aux données et aux métadonnées. Donc, alors ça, moi, ça me paraît très important, l'accès, donc, de décrire clairement comment on accède à ces données et métadonnées. C'est-à-dire que pour moi, c'est quelque chose même qui doit peut-être être cité dès le début quasiment du document, pour que tout de suite on puisse savoir où est-ce qu'on ira chercher les données et puis visualiser les métadonnées. Donc les métadonnées, on peut les décrire, mais en fait, par exemple pour la phonothèque, toutes les données et toutes les métadonnées, on peut décrire les métadonnées dans la base de données Ganoub ou sur Nakala, elles seront toujours identiques, donc on peut les décrire une fois pour tous les fonds. Ensuite, donc, la cinquième partie, ça sera donc le stockage et la sauvegarde au cours du traitement du fonds, donc, et le partage des données et la conservation à long terme. Donc là, c'est là donc on va écrire les chemins d'accès, indiquer donc les rythmes de sauvegarde, dans quels entrepôts de données ces données se trouvent, dans quel cadre se fait le partage des données et les projets liés au partage. Donc, pour le fonds, on y reviendra après, pour le fonds Jean-Pierre-Olivier de Cerdan, pour lui, c'était dès le départ en fait une demande très importante, c'était que les données donc liées au laboratoire de Niamey puissent être partagées en fait avec le laboratoire. Donc ça, c'est un projet qui est en cours. Pour donc les métadonnées, donc elles sont visualisables donc sur Ganoub. Bon, j'y reviendrai après en fait parce que j'ai une diapo dessus, donc j'y reviendrai après, c'est pas la peine que je vous le répète. Donc en sixième partie, donc vient la partie des aspects éthiques et juridiques. Donc là, on va aborder en fait l'état des droits liés au fonds, les problématiques liées, enfin les problématiques potentielles liées au RGPD. Les éventuelles anonymisations des identifications ou embargos. Donc, par exemple, pour les données, les entretiens, donc il y a donc pour l'instant 88 entretiens, 88 fichiers sont en fait qui sont documentés dans la base de données Ganoub, mais en fait seuls 15 sont accessibles en ligne. Puisque on n'a pas forcément les droits pour tout, donc ce n'est pas possible de les mettre en ligne. Par contre, toutes les métadonnées sont accessibles, hein, ça c'est le principe. Et donc en septième partie, les responsabilités, les ressources, alors c'est-à-dire on va pouvoir citer quels sont les intervenants pour les traitements du fonds, qui a par exemple numérisé les fonds, les documents, et puis on peut aussi éventuellement citer les coûts liés au traitement du fonds. Quelque chose aussi dont on s'est rendu compte de la nécessité en fait au fil du temps et de justement ces réflexions sur les plans de données rétrospectifs, plans de gestion de données rétrospectifs, c'est la question des personnes qui avaient traité les fonds. Et donc en fait aujourd'hui on documente aussi et de façon complète, non seulement pour valoriser, même si on verra, nos métadonnées sont placées dans le domaine public, pour valoriser les personnes qui ont documenté les fonds, mais aussi pour comprendre la façon dont ils l'ont documenté. Quand on est une étudiante en anthropologie et qu'on écoute une enquête
sur la culte de possession, c'est pas la même chose qu'une archiviste du CNAM ou encore une étudiante de langue qui connaît le zarma ou une autre langue locale. En fait, c'est aussi une façon de faire, c'est ce qu'expliquait Annick au départ dans cette utilité du plan, c'est vraiment de permettre à ceux qui vont réutiliser ces archives de comprendre vraiment la totalité du contexte, non seulement de production, mais aussi de traitement au moment de cette utilisation. Donc voilà, là je reviens sur l'accès aux données et métadonnées, donc quelque chose qui devra être cité dans le plan de gestion de données. Donc pour le fond, donc on accède aux métadonnées et partiellement aux données par la base Ganoub, donc qui est la base de données de la phonothèque, où donc les entretiens, le nommage des fichiers en fait suit en fait une numérotation donc depuis le début de l'existence de la phonothèque, la base de données jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est une numérotation continue. Donc, toutes les métadonnées en fait sont libres de droit, si je ne m'abuse. Voilà. Donc, premier portail en fait de visualisation et d'accès. Ensuite, Nakala, donc où nous allons pouvoir visualiser en fait les archives papier pour l'instant. Et puis donc avec un accès, donc là toutes les archives papier sont visualisables, à l'exception d'une vingtaine de fichiers qui sont sous embargo pour des questions de contenu ou de droits liés par exemple au problème des coupures de presse où nous n'avons pas les droits. Donc ensuite, tout le fonds sera catalogué sur Calam. Et puis, donc, on peut également consulter, évidemment, tout l'ensemble du fonds sur site, à la phonothèque, à la MMSH, pour tout ce qui n'est pas consultable en ligne. Alors, exemple de données, donc là, de métadonnées sur Nakala, voilà, donc pareil, 15 à 20 champs, en fait, qui sont renseignés. Donc, dans Nakala, en fait, nous avons une collection Jean-Pierre Olivier de Sardan, 45 données qui correspondent finalement au classement physique du chercheur. Donc, ce sont, on va dire, soit des cahiers complets, soit des chemises. Et au sein donc de chaque donnée comprend un certain nombre de fichiers qui sont les pages des carnets, des cahiers ou des dossiers. Donc voilà, 15 à 20 métadonnées pour chaque dossier. Donc ce qui fait 45 groupes de métadonnées dans Nakala. Alors, je reviens donc par exemple au sujet du partage des données. Donc on a vu le partage des données donc sur les entrepôts de données, les bases de données. Et puis donc là, le partage des données donc avec le laboratoire, puisque les entretiens qui ont été en fait réalisés dans ce laboratoire en fait ne sont pas du LASDEL, oui pardon, ne sont pas donc écoutables en ligne. Donc Jean-Pierre Olivier de Sardan souhaitait que ces entretiens soient donc restitués, enfin en tout cas échangés, partagés avec le LASDEL. Voilà, donc vous avez aussi une photo de Jean-Pierre Olivier de Sardan et j'en profite aussi pour vous dire juste 2 mots sur la publication, sa dernière publication qui date de 2021 et qui se nomme donc La revanche des contextes aux éditions Cartala. Et sur ce partage des données, donc là c'est aussi finalement quelque chose à introduire, c'est que les outils de la très grande infrastructure de recherche Imanum. Donc, Annick a montré Nakala, qui nous permet de mettre à disposition les archives papier, avec certains embargos, par exemple. Mais là, dans le cas du partage des données, on utilise un autre outil de la TJA Imanum, qui est ShareDoc, qui permet au LASDEL d'accéder à leurs données, pour certaines qui sont d'ordre privé. Ils ont accès à la confidentielle, ils ont accès à la totalité des données. Et donc, là encore, par rapport à ce dont je parlais, la documentation de ces données, on va aussi documenter la façon dont le LASDEL va enrichir éventuellement la documentation que nous aurons déjà effectuée sur ces fonds. Donc, c'est vraiment grâce à cet appui de la très grande infrastructure de recherche Humanum que nous pouvons mener
ce projet, mais aussi par ces collaborations que nous avons donc avec le laboratoire, le LASDEL, avec la collaboration avec le chercheur lui-même et bien sûr les infrastructures de la MNSH. Alors donc, pour la phonothèque, donc, il serait peut-être intéressant d'avoir un plan de gestion harmonisé, donc pour faciliter, donc pour tous les fonds, enfin, petit à petit, pour faciliter en fait l'accès aux informations et faciliter la lecture d'un plan de gestion de données qui est un document synthétique, certes, mais quand même qui comprend un certain nombre d'informations et donc dont l'accès peut être un petit peu complexe. Donc, si on a la même chose pour tout le monde, ça peut être intéressant. Donc, ça passe par l'animation d'un groupe de travail et puis ça passe par le réseau professionnel, par le listing des informations, donc par exemple de toutes les informations qui sont nécessaires à trouver, vraiment de bien répertorier tout ça, que ce soit administratif, la description des données, des métadonnées, etc., tout ce qu'on a vu. Ça passe par l'organisation et la hiérarchisation de ces informations. Qu'est-ce qui est le plus important à faire remonter? Ça peut être aussi par des petites choses simples, une table des matières cliquable, par exemple, pour aller directement là où on a besoin d'aller. Et puis tout ça pour rédiger en fait une seule fois des briques communes en fait à tous les plans de gestion de la phonothèque, notamment le plan de nommage, les entrepôts de données, puisque voilà l'utilisation de ShareDoc pour le traitement actif, le partage des données pour le travail, la base de données Ganoub, l'entrepôt Nakala et puis le dépôt au long terme, donc au CINES. Tout ça, ce sont des choses qui seront en fait communes à tous les plans de gestion de données. Cela donc permet aussi, donc c'est également pour permettre d'appréhender les nouvelles questions, puisqu'il y a beaucoup de questions en fait quand on rédige un plan de gestion. En fait, il y a beaucoup de questions qui sont soulevées à la fois sur la structure du plan de gestion, mais aussi sur les fonds, quoi, finalement, sur toutes les questions éthiques notamment. Et puis, il peut être aussi intéressant dans un plan de gestion de données de proposer une infographie ou d'autres formes de visualisation très synthétiques, pareil, pour un accès plus facile. Et donc, je vous renvoie au billet de blog des carnets de la phonothèque, écrit par Maria Chabarbé, donc sur justement la visualisation des données, qui est un article très intéressant. Oui, Maria Chabarbé, dans ce cadre-là, elle a pris trois collections de la phonothèque. Et effectivement, quand Annick rédige cette diapositive sur comment on peut penser un plan de gestion rétrospectif, elle le fait parce qu'elle a fait partie finalement de ce changement de la phonothèque vers des archives plus larges que les archives sonores et audiovisuelles. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce dont on se rend compte, puisque nous devons appréhender des fonds plus larges que les fonds sonores et audiovisuels, c'est que l'idée de faire des briques, d'avoir des briques structurées de plans de gestion de données peuvent vraiment permettre finalement de se rassurer au moment où on doit appréhender un fonds, peut-être d'avoir des priorités sur ce qui est plus simple et continuer à… Parce que appréhender les nouvelles questions soulevées, l'item qui est mis là, et en fait, on a beau avoir tous les outils de la Terre, les chercheurs, comme montré, on a essayé de le montrer dans les premières diapositives, créent des sources tellement plurielles. Donc là, par exemple, on s'intéresse aux archives du web nouvellement. On vient de recevoir un dépôt d'un fonds d'archives du web sur la question palestinienne. Mais même si, bien sûr, on travaille avec des chercheurs aussi ici, des historiens qui se sont posés ces questions des archives du web, c'est encore de nouvelles questions qui se posent et chaque fois qu'on doit résoudre autrement avec des réflexions toujours les mêmes, sur les formats, sur les questions juridiques, etc. Et donc, c'est vraiment intéressant aussi de faire cette part des choses dans ces plans. Tout à fait. Et voilà, je crois que donc, tu continues. Voilà, c'est justement pour ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous
de placer… donc, il a été dit que les ingénieurs n'ont pas, au début, pour les droits d'auteur, n'ont pas de droits d'auteur, mais encore faut-il bien le dire. Et donc, toutes les métadonnées que nous avons créées jusqu'ici sont vraiment placées en anticipant le domaine public, et ça nous semble essentiel pour pouvoir partager dans les différents catalogues. Nous sommes référencés dans de nombreux catalogues internationaux, comme donc on a cité Isidore, mais il y a aussi Clarin ou Europeana, d'autres. Enfin, en fait, on ne sait pas non plus où nous sommes, puisqu'on peut retrouver souvent des citations de nos archives dans des publications ou dans des catalogues, mais c'est quand même très important d'indiquer que nous plaçons nos métadonnées dans le domaine public anticipé. Pardon. Et aussi quelque chose qui a été évoqué par Annick, vraiment nous nous préoccupons toujours de cette sauvegarde de ces archives qui au fil de toutes ces années, donc tout récemment la MMSH a une catastrophe informatique et donc en mars dernier a perdu toutes les données en local. Donc, grâce au soutien de la TGR Humanum et donc des différentes possibilités de transfert, nous avions nos données qui étaient conservées sur ce qu'ils appellent Humanum Box. Donc, nous n'avons rien perdu, heureusement, je vous rassure. Mais malheureusement, le musée de Rio, quand il l'a brûlé en septembre 2018, ce sont des milliers d'artefacts d'une société amérindienne qui ont disparu avec ce musée. Avec la bibliothèque de Cape Town, en avril 2021, ce sont aussi des milliers de films d'études africaines et des ouvrages qui ont disparu et qui malheureusement ont été uniques. Et bon, je vous ai mis aussi la photographie du serveur d'OVH de mars 21 parce que je pense que c'est peut-être quelque chose que vous aviez retenu si vous aviez des sites ou des informations sur ces serveurs. Mais on voit bien que la disparition est un problème crucial aujourd'hui sur lequel les archivistes doivent travailler. Et je crois que le plan de gestion de données, pour nous, est finalement comme une éthique de l'archive avec les responsabilités qui nous engagent vis-à-vis des témoins qui ont participé à la construction de la connaissance, de tous nos collègues qui veulent comprendre comment s'est construite cette connaissance et comment on la présente aussi, des descendants de témoins qui veulent connaître leur histoire, des collègues qui vont utiliser ces archives et comprendre, comme l'expliquait très bien Annick, grâce au plan de gestion de données, comment ils vont utiliser les fonds, les institutions qui nous ont financés, qui nous emploient, et puis tous ceux qui voudront réutiliser ces archives sous des formes différentes. Donc pour nous, il n'est pas éthique de ne pas archiver et que effectivement le slogan européen a été cité au départ, aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire. C'est toujours, en fait, quoi qu'il arrive, et même si on doit jongler avec des dates de barrières mobiles, des embargos, il est toujours possible de proposer des accès différents à ces archives pour leur réusage, qu'il s'agisse d'accès complet et libre, ce vers quoi on essaye de tendre, d'un accès limité dans le temps ou dans l'espace, d'un accès différé, mais de permettre toujours l'affichage des métadonnées, et des accès différés sans affichage de métadonnées éventuellement. Mais il nous semble qu'il y a toujours des solutions pour les archives, parce que je dis ça aussi parce qu'on a parlé de la réticence des chercheurs, qui sont toujours aussi, qui ont besoin de comprendre ce qui va être fait avec les documents qu'ils ont produits sur le terrain. Voilà, merci à vous de nous avoir écoutés et on espère avoir des questions.